Ok, c'est parti. Donc, c'est parti pour 15-20 minutes, là, un petit quickie. Le titre, vos managers ne veulent pas entendre parler de la dette technique, tant mieux. Donc, je me présente, Freddy Mallet, je suis cofondateur de la société SonarSource, qui est éditrice du produit SonarCube. Donc, SonarCube, c'est un produit d'analyse statique du code source qui permet de détecter des problèmes de maintenabilité, des problèmes de bugs, des problèmes de vulnérabilité d'un point de vue sécurité dans le code source. Donc, quand on parle de maintenabilité, ça va être par exemple le suivi de la couverture de code au travers le temps, les problèmes de duplication, les hotspots de complexité, etc. Donc forcément, quand on fait un produit comme ça, la principale problématique qu'ont les clients, si le produit fonctionne bien et si on met bien en évidence la dette technique, la question qui se pose, c'est maintenant que je sais que mon application est endettée, comment je fais pour rembourser cette dette technique? Voilà. Et deux anecdotes qui m'ont conduit à proposer cette présentation. La première, c'est bien d'aller au contact des clients. Donc, un jour en Suisse, on va au contact d'un client qui avait l'air plutôt content d'utiliser le produit SonarCube. Et puis, partage d'expérience. Donc on arrive, la réunion commence. On sent qu'on a affaire à quelqu'un qui est pas forcément très très technique, mais comme on est content d'avoir son retour d'expérience, on est impatient d'en savoir plus. Et la personne commence et dit, retour d'expérience très positif. On a une équipe de développement sur Suisse qui, depuis 5 ans, qui développe. On a installé SonarCube. En effet, il y a plein de dettes techniques. Donc, problème de couverture, problème de duplication. Mais on n'a pas envie de casser notre vélocité de cette équipe de développement. Donc, on a trouvé une solution pour gérer la dette technique. Donc là, il y a les mains qui commencent à trembler. On se dit, mais ils vont en venir où, là? Et là, tout d'un coup, il nous dit, eh oui, j'ai une équipe en Inde qui s'occupe de rembourser la dette technique en continu. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Et là, je me dis, c'est pas vrai, ça fait 8 ans que je travaille sur cet outil-là. Et il y a des gens qui l'utilisent comme ça, et on a presque envie de porter plainte. Là, on a presque envie de lui enlever l'outil et lui dire, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça, c'est pas ce que j'imaginais. Mais en attendant, c'est une réalité. Et si ça se passe comme ça, c'est certainement qu'on a une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'au travers de l'outil, on n'a pas réussi à orienter l'utilisateur sur une manière de gérer sa dette technique. Deuxième anecdote, qui est totalement différente, c'est je fais un déjeuner un jour avec un des cofondateurs d'une boîte qui fait un outil de CMS. Et puis c'était avec un collègue de SonarSource. Et puis, durant ce déjeuner, la personne dit, au bout d'un moment, on avait tellement de dettes techniques qu'on n'arrivait pas à injecter du changement. Ça nous coûtait extrêmement cher. Parce que ça, c'est le symptôme classique sur la dette technique. C'est au bout d'un moment, ça devient tellement douloureux d'injecter du changement là qu'on se dit, c'est plus possible. Et donc, cette personne nous dit ça et nous dit, c'était tellement douloureux qu'à un moment donné, on a décidé de redémarrer from scratch. Et ça fait 1 an. Qu'on développe le back-end, donc on fait de la maintenance corrective sur l'ancien back-end et on est parti à fond sur le nouveau back-end. Les bases sont hyper solides et puis nous on n'a pas d'intérêt dans ce truc-là, mais on lui demande quand même vous en êtes où dans le développement, est-ce que vous êtes confiant? Ça sera peut-être dans 6 mois, ça sera peut-être dans 1 an qu'on sortira la nouvelle version du back-end. On en reste là, on arrête le déjeuner, et puis avec le collègue à la fin, en sortant du déjeuner, on se dit, mais t'y crois toi à ce refactoring? On connaissait rien de l'équipe, on connaissait rien des problématiques techniques qui étaient rencontrées, et on avait une certitude, c'est qu'ils allaient se planter. En fait. C'est-à-dire qu'on était prêt à parier, là. On était prêt à mettre beaucoup d'argent sur le fait que ça allait aller à la catastrophe. Donc ces 2 petites anecdotes. Les 2 patterns classiques quand on gère de la dette technique, c'est la politique de l'autruche. On ouvre, on se dit waouh, 2000, 3000 jours de dette technique. En attendant, ça marchait jusqu'à présent, donc ça va continuer à marcher. Allez, on y va.
Deuxième attitude, donc là les courageux, les braves, les téméraires. Donc généralement cette attitude, elle vient plus des développeurs. Donc ils commencent par dire c'est de la merde, le code source est pourri, je comprends rien de rien, et on va y aller, on va repartir from scratch. Et ils vont chercher leur manager et ils disent au manager on va sauter quoi. Là il y a le manager qui dit mais on va sauter, mais l'élastique là. Les 20 000 lignes de code, les centaines de cas fonctionnels qui sont couverts, tu penses qu'on maîtrise tout ça? Non, je sais pas, mais on va sauter, en fait. Et d'après toi, il faut 6 mois, 7 mois de développement? Ouais, je le sens bien, mais je suis pas sûr, mais on va sauter, quoi. Et là, cette tentation de sauter, donc les deux patterns, politique de l'autruche, ou je saute, la tentation de sauter, même chez SonarSource, on l'a régulièrement, hein, parce que nous, on a du code legacy. Le produit, ça fait 9 ans maintenant, les premières lignes de code qu'elles ont été poussées. Donc régulièrement, chez nous, il y a quelqu'un qui a envie de sauter, et même moi, en fait. Hein, des fois, je dis, mais allez, on frise tout, là. Des exemples, c'est, il y a 9 ans, on a décidé de partir sur Ruby on Rails pour la partie web. On est allé super vite. Alors maintenant, ça nous fait super mal, quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu à un moment donné la tentation de se dire bon, on arrête tout, on arrête de faire des releases tous les 2 mois, on va friser pendant 6 mois, on refond la partie web, et puis au moins on va partir sur des bonnes bases, quoi. On l'a pas fait. On a eu une approche plus intelligente. Idem sur Hibernate. Au départ, on part avec Hibernate, on est super content. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on passe notre temps à désactiver le cache de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'à chaque fois que Hibernate il décide de faire des requêtes, on lui dit mais non, tu fais pas comme ça. C'est pas une critique d'Hibernate, hein, c'est vraiment lié à notre cas d'utilisation. Et on se dit mais c'est plus possible. Tout notre modèle d'accès à la base, faut le refondre, donc la tentation également de sauter. Donc globalement, un peu la fuite en avant en fait avec ces deux techniques. C'est-à-dire d'un côté, on regarde pas on veut pas avoir conscience d'où on en est réellement. Et puis la deuxième, c'est bah oui, c'est pas terrible ce qu'on a. On n'a qu'une envie, c'est d'oublier ce passé et puis de se projeter avec du nouveau code tout beau qui va permettre de tout faire. Et puis on en oublie finalement tout ce qu'on a appris durant ces 15 ans. Et durant ces 15 ans, bah, on n'a pas arrêté de nous bassiner, et à juste titre, hein, avec les termes continuous integration, continuous delivery, la notion de flow, la notion de feedback utilisateur en permanence. Donc vraiment cette notion de continuité en fait dans notre cycle de développement et pas de rupture en fait. Est-ce que ça veut dire pour autant, à travers ce discours, que je suis en train de prôner le fait qu'on n'injecte pas de rupture technologique dans le cadre d'un développement? C'est pas du tout ça mon propos en fait. C'est-à-dire que les ruptures technologiques, il faut en avoir, elles doivent exister, mais même elles doivent se faire dans la continuité. Donc si je reprends les exemples de notre propre expérience chez SonarSource sur le produit SonarCube, bah oui, ROR, on le remplace progressivement par une partie qui est écrite full en JavaScript. Seulement, on a fait l'effort de mettre en place la toute petite couche qui nous permette d'avoir les deux qui coexistent. Et puis, on a commencé ça il y a 1 an. Puis, avec un petit peu de chance, dans 6 mois, on aura terminé. Mais en attendant, on arrive à délivrer les nouvelles features avec cette nouvelle stack. Et puis, la partie Ruby on Rails, progressivement, elle disparaît. Hibernate, on a fait la même chose. Et puis là, le dernier rêve en date, c'est la partie base de données. On n'a qu'une envie, c'est de la mettre à la poubelle. Et on sait que ça arrivera un jour, mais ça va se faire progressivement. Idem, par exemple, Elasticsearch. On a fait une intégration d'Elasticsearch, dont on est d'ailleurs super content. Version après version, on augmente l'usage qu'on fait d'Elasticsearch, mais ça se fait tranquillement. Donc, le message, c'est que la dette technique, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire la même chose.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à gérer en continu cette dette technique plutôt que de faire ce saut dans le vide et de demander en fait à nos managers également de faire des sauts dans le vide alors que les niveaux de risque en fait sont énormes. Donc le défi quand on parle de dette technique, quand on parle de notre métier de développeur, c'est comment faire du neuf avec du vieux en fait. Parce qu'un développeur, quand on part from scratch, qu'on a une problématique, bon, déjà, c'est pas évident, mais on y arrive à peu près, sauf que 80%, 90% du temps, qui travaille par exemple sur un code legacy, c'est-à-dire un code qui a plus de 3-4 ans. Voilà. Bon. Donc, globalement, c'est une majorité de personnes qui travaillent sur du code legacy, et sur ce code legacy, en fait, ce qu'on doit faire, c'est vraiment injecter des changements donc à moindre coût, et donc on doit apprendre à remodeler en fait le code source, alors que ce dernier, dès qu'il prend forme, il est déjà la plupart du temps désuet au bout d'un, 2 jours, 3 semaines, 1 mois. Pourquoi c'est compliqué en fait? C'est compliqué parce que on part d'un existant qui vaut ce qu'il vaut. Il y a peut-être du Struts 1, MVC, des trucs qui nous font pleurer rien qu'en entendant le nom. Et puis on a un rêve en fait. On a un rêve, on se dit j'aimerais bien être là. Ce rêve, on ne sait pas forcément combien de temps ça va prendre pour l'atteindre. Et toute la difficulté, c'est de mettre en place un chemin en fait. Donc c'est de passer du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, le rêve, on le décline en une roadmap 3-4 mois. La roadmap 3-4 mois, on la décline en un sprint de 2-3 semaines. Le sprint de 2-3 semaines, on le décline en une user story. La user story, on va la décliner en c'est quoi mon premier commit là. C'est-à-dire que mes 3-4 premières minutes, 3-4 premières heures, comment je vais les utiliser quoi. Et la tentation du saut qu'on peut avoir de temps à autre quand on voit un montant de dette technique, c'est qu'on n'est pas capable justement d'avoir cette démarche un peu incrémentale et de définir ce chemin qui va nous amener d'une réalité un peu déprimante à notre rêve absolu, quoi. Si je reviens à des choses un tout petit peu plus concrètes, donc à SonarCube et à cet étonnement qu'on a pu avoir là, avec ce client là, qui faisait rembourser la dette par une équipe d'Indiens. Ce qu'on dit, c'est qu'avec SonarCube, oui, out of the box, vous allez faire l'analyse, vous allez avoir un équivalent de 4000 jours hommes de dette technique. Oui, c'est déprimant, et surtout, il ne faut pas travailler au quotidien avec ça. Et pour plein de bonnes raisons, en fait. C'est-à-dire que dans ces 4000 jours hommes de dette technique, il y en a certainement une partie qui va porter sur du code source qui a 3 ans, qui n'a pas évolué depuis 3 ans. À quoi bon rembourser de la dette technique sur ce code source qui a 3 ans, en fait? À quoi bon? Il n'y a pas de demande business. Donc, ça serait quand même le comble qu'en remboursant de la dette technique, donc en augmentant la qualité interne, on injecte, par exemple, une régression fonctionnelle. On marche sur la tête, quoi. Donc risque de régression fonctionnelle. Admettons que vous vous intéressez à la couverture de code. Je sais pas, vous avez 600 000 lignes de code, vous êtes à 20% de couverture, vous avez une équipe de 5 personnes qui bossent à fond, et puis 4 mois plus tard, ils sont arrivés à 22% de couverture. Oh, chouette. Super motivant, quoi. Donc, il faut savoir oublier en fait la dette passée. On prend acte de cette dette, on sait qu'elle existe, pour pouvoir se focaliser de nouveau sur le flux. Et le flux, quand on parle de dette technique, c'est quoi? C'est le nouveau code source, en fait. C'est le nouveau code source ou le code source qui est updaté. Donc, d'une release à l'autre, donc je sais pas, vous fonctionnez par exemple avec des releases tous les jours si vous êtes au furet, ou toutes les semaines, ou tous les mois, mais globalement ça correspond à des versions. Et d'une version à l'autre, vous avez 100 lignes, 2000 lignes, 3000 lignes, 20 000 lignes de code qui ont été updatées. Eh bien, en termes de gestion de la dette technique, il va falloir se focaliser sur ce nouveau code. Le reste, on s'en fout. Donc, des outils comme SonarCube doivent vous permettre de vous focaliser sur
sur ces lignes qui ont évolué, et sur ces lignes-là, par contre, d'avoir des niveaux d'attente qui sont, en termes qualitatifs, extrêmement importants. Donc, si on parle de couverture, on peut se dire, bah, sur le nouveau code, on est à 80-90%. Typiquement, chez nous, en interne, il n'y a rien qui part en production si la couverture de code, enfin la couverture sur le nouveau code, est inférieure à 80%, voire à 90% sur une partie, enfin sur une des équipes. Et c'est bloquant pour passer en production. Et idem, forcément, tout ce qui va être bug, tout ce qui va être faille de sécurité, des choses comme ça, il n'y a forcément rien qui part, c'est-à-dire que tout issue qui est critique ou bloqueur empêche le passage en production. Il y a un autre intérêt à se focaliser uniquement sur ce flux de nouveaux codes, c'est que bien entendu, si vous avez un défaut important en termes de dette technique qui est détecté sur ce nouveau code, bah, les développeurs ils vont pas faire de pushback. Hein. C'est quelque chose qui a été poussé il y a hier, il y a 1 heure, il y a 3 jours. Enfin, je veux dire, c'est frais, il n'y a pas de context switching. On connaît fonctionnellement ce que doit faire ce code source. Et c'est pas un développeur lambda qui a développé ça il y a 3 ans et on a perdu la connaissance fonctionnelle. Donc normalement, le coût de correction de cette dette technique sur le nouveau code, il est relativement faible. Et là, je dois m'arrêter. C'était le dernier slide. Ça amène en fait, c'est un autre bénéfice, c'est que finalement, en éliminant la dette sur le nouveau code, eh ben, progressivement, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, comme par magie, de toute manière, le montant total de dette technique disparaît. Voilà, je vous remercie.